Bienvenue à cette entrevue aujourd'hui, la grande entrevue tant attendue avec Kevin McIntyre du groupe Salbarbe. On le passe au peigne fin aujourd'hui et je suis en compagnie de Luc Doucette. Salut! Et on va apprendre plein de choses sur Kevin et il va trouver qu'on a des questions. On est bien préparés. Eh ben, on l'accueille, Kevin. Salut! Hey, Kevin McIntyre aujourd'hui. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On a fini par l'avoir. Kevin s'est rendu aujourd'hui cette semaine. Ben, on est très contents. Aujourd'hui, on veut en apprendre sur toi. Puis le groupe Salbarbe, tellement populaire, ça va vraiment bien. C'est le groupe de l'heure au Canada. Un océan à l'autre, à l'autre. Je dis deux fois l'autre parce qu'on parle de l'Arctique, c'est aussi un océan canadien. C'est sûr. Absolument. Mais avant de parler de l'origine du groupe Salbarbe, j'aimerais qu'on parle de l'origine de Monsieur McIntyre, Kevin. Premièrement, quel genre d'enfance? Vite, on va aller voir quel genre d'enfant tu étais. Est-ce que, premièrement, t'es un enfant unique, frère et sœur? J'ai un frère plus jeune. Il y a deux gens plus jeunes que moi. Il s'appelle Kenny. So, on avait Kevin puis Kenny dans la même famille. Okay. C'est les cas qui étaient à l'honneur à ce moment-là. Mais là, j'ai eu une enfance, je pourrais dire, vraiment idéale dans le sens de grandir dans un petit village où tu avais de la place à masse à être quelqu'un, à grandir puis à explorer, puis tu sais, j'ai eu des parents extraordinaires qui s'aimaient beaucoup, puis qui nous ont donné beaucoup d'amour. So, j'ai grandi avec une aisance, même si on n'était pas riche, là, dans le sens que j'étais bien chez nous, puis j'ai eu beaucoup d'espace pour apprendre à jouer de la musique, puis apprendre à être ce que je suis aujourd'hui. Tu sais. Déjà à un très jeune âge, la musique, ça faisait déjà partie de ta vie? J'ai grandi là-dedans, vraiment. Nous autres, c'était toujours ça. Les parties de famille, à Noël, ça sortait des guitares, les violons. Mon grand-père Alphonse Doucette, était comme violonneux, puis il est encore en vie, là. Il a 95 aujourd'hui. Il peut plus jouer de violon, mais tu sais, il jouait, puis il accueillait beaucoup de musiciens chez nous. Chez lui. Puis nous autres, on allait tous les dimanches matin après la messe, on allait là, puis il y avait de la musique dans la maison. Okay. Ça fait que là, je prenais le piano, puis je jouais un petit peu, puis je les accompagnais. Puis, ton premier instrument, le piano? Ouais, c'était vraiment ça, ouais. Le keyboard, un petit Casio. Mais ta grand-mère McIntyre jouait du piano. Ben oui. Ton père jouait de la guitare. Il faut dire que le père et la mère, Ronald, on a fréquenté l'école ensemble. Kevin, qui est du Restigouche. Ben oui. Charlot, vraiment, on parle du quartier Mountain Brook. C'est dans les backs de Charlot. On est dans les sticks, on est en arrière dans le bois, la petite ruelle qui connecte avec Balmoral. Ça, c'est Mountain Brook, puis c'est là que j'ai grandi. N'as-tu pas reçu récemment quelque chose d'important à tes yeux? Oui, j'ai reçu. Un beau violon de ton grand-père? Oui, exactement. Oh. J'avais eu un héritage, le violon à mon arrière-grand-père, qui était le violon du père à mon grand-père qui jouait. Puis là, on m'a donné le violon de mon grand-père qui jouait là, à ces dimanches matins-là. Puis j'ai commencé à le reprendre parce que j'avais appris à jouer un peu de violon. C'est du old time, hein? C'est des vieilles rilles, c'est des jigs, c'est du country, tout du beau stuff comme vous faites jouer ici. Puis j'aime ça jouer ça dans le temps des fêtes. Ça met tellement le job dans la place du violon. Aussitôt que tu sors ça, là, on dirait que l'atmosphère change. Je pense que c'est mon instrument préféré. Ouais, mais c'est dur à jouer. Ouais, j'en joue pas, mais j'aime en écouter. Je me suis jamais lancé dans apprendre ça. Il me semble que j'ai peur de comment ça peut sonner tellement mal si on y va pas c'est bien. l'enfer. L'orchette, c'est tough. Mais j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, tu vas être capable de confirmer, qu'à un moment donné, Salbarbe a dit que ça serait bien d'avoir un deuxième violon. À l'intérieur de quelques mois, Éloi a appris à jouer du violon. Ouais, c'est incroyable. C'est un homme d'un talent extraordinaire. Là. Tu sais, je l'admire de ce côté-là, puis de d'autres côtés aussi, mais c'est vraiment, il y a de la musique, ça coule dans les veines. Tu sais, il a grandi là-dedans, lui aussi. Son père, Alcide Pinchot, qui était le fondateur du groupe Suroît. Puis sa mère était une danseuse de ballet, qui était vraiment dans la musique. Les deux, Jonathan puis Éloi, ont eu une enfance complètement submergé dans la musique, tu sais, là. J'ai des amis Madino que le père était enseignant. Ouais. Il les enseignait. Ouais, Fier de dire qu'Alcide les enseignait, c'est tellement c'est important vrai, pour eux autres. Il a enseigné un bout de temps, il faisait ça, il remplaçait, puis... Mais ouais, non, Éloi, il a appris le violon en dedans de 6 mois parce que c'était toute la trip de faire de la musique cajun, tu sais. On a comme
tombé en amour avec ce buzz-là pendant qu'on faisait l'émission prise de son, tu sais. Ça, je veux que tu nous parles de ça. C'est comme un accident de parcours, quasiment, n'est-ce pas? Ben oui, pour la jeunesse de Salbar, pour ceux que ça intéresse, c'est que, basically, moi, j'ai travaillé à Radio-Canada pendant 20 ans. Puis pendant que les années que j'étais là, j'ai fait toutes sortes de jobs, puis éventuellement, je me suis retrouvé à travailler sur une nouvelle émission qui s'appelait Prise de son, avec mon collègue Alain Arsenault. On faisait de la réalisation, moi, je faisais de la direction photo là-dessus, puis on a traversé le Canada avec une gang de monde pour aller à la rencontre des artistes francophones hors Québec, pour les mettre en valeur, pour les mettre en lumière. Tu sais, c'était un projet du 100e anniversaire du Canada. 250 du Canada? Ouais, c'est ça. En tout cas. 150. 150. Canada 150. C'est ça. Ouais, OK. 1867. Ouais, exact. Puis là, ben, on a décidé de faire une émission de musique. Puis là, on avait besoin d'un animateur. Puis on voulait un acadien. On a dit, on a suggéré Jean-François Brault. Puis on l'a appelé. Puis il était oui. Puis là, on cherchait un directeur musical. Puis on se disait, on va pas prendre des usual suspects. On avait tout le temps les mêmes, pas mal. Puis on voulait quand même quelqu'un qui avait des souches acadiennes. Puis on a pensé à Éloi Pinchot. Il avait réalisé à ce moment-là le nouvel album de Kid Gauguin. Il avait fait Ginette Aillé. Puis il baignait un peu dans l'Acadie, on le colle. Puis lui, ça donnait bien. Il était entre deux projets. Puis il a dit, let's go. Fait que nous autres, on passe à la route. Puis on se rencontre pour la première fois comme ça, en production, tu sais. Puis les soirs, après les tournages de cette émission-là, on faisait de la musique. On commençait à jammer. Puis parce qu'on était à la rencontre des communautés minoritaires francophones, on écoutait de la musique de survivance à ce moment-là, qui était de la musique cajun. On se disait, ça n'a pas de bon sens, ce monde-là, qui survivent à travers... Ils sont aux États-Unis, hein, puis ils chantent encore en français. Puis ils chantent des vieilles tunes qui viennent de loin en arrière, puis c'est comme des complaintes. Puis on a trouvé de quoi là-dedans qu'on n'entendait plus aujourd'hui dans la musique, puis c'était de l'intégrité puis de la vérité. de la véracité, de la vérité. Non, ben, on dirait qu'on a perdu, en quelque part, là, la simplicité puis l'humanité derrière la musique. Ben, eux autres, là, t'écoutes des vieux enregistrements de Clifton Chenier puis de Canary Fontenot, puis ils chantent leur misère, puis c'est beau. Puis on a commencé à s'amuser à essayer de défricher ces vieilles chansons-là. Puis une soirée, on a tombé sur une vieille tune de Clifton Chenier qui s'appelle « Marcher le plancher ». Puis là, on a comme tripé là-dessus parce qu'on comprenait pas ce qu'il disait, mais il parlait en français, c'était clair, oui. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai l'album moi, chez j'ai après marcher le plancher, ma vieille dame est back en haut, puis... Ben, on s'est mis à écrire ça sur papier parce qu'on ne pouvait pas trouver les paroles sur l'Internet. Il n'y a personne qui avait ça de mis sur Internet. Puis on a enregistré ça sur un iPhone, vite fait, moi, Jean-François qui la chante, puis qui joue des drums, parce qu'il jouait... Il s'est mis à accompagner les artistes qu'on avait en tournée, tu sais, avec nous autres, puis Éloi qui fait de la guitare, puis moi, j'étais sur la bass, puis... J'ai encore un enregistrement de ça, mais c'est vraiment la jeunesse, et là, ça a commencé, parce que on a fini à la tune, puis... Éloi dit, on devrait faire une band. Ah ouais? Puis, tu sais, puis entre-temps, il a envoyé à son frère Joe, Jonathan Pinchot, qui est aussi artiste on s'était rencontrés une fois, moi puis Joe. On avait joué ensemble ici au 15 août pour la fête de l'Acadie qui était diffusée à Radio-Canada en 2012. On était invités artistes sur le même stage à ce moment-là, tu sais. Puis, entre-temps, Éloi, il feedait Joe avec des tunes cajun. Puis Joe, il a montré... écoute ça ici de Belton Richard. Puis écoute l'autre. Puis lui, il est drôle. Puis là, c'était... On se découvrait un peu là-dedans. Fait il dit, je vais appeler mon frère Joe. On va se faire une band. Fait qu'il prend le téléphone, puis il appelle Joe. Joe! Il dit, je suis avec... là, il est comme 3 heures du matin, tu sais, là. Puis on est bien arrosé, puis ça va, là, tu sais. Il dit, Joe, je suis avec Kevin McIntyre, puis Jean-François Brault, puis on se fait une band. Puis Joe... puis Joe de répondre, oui, puis on va s'appeler Salbarbe. Puis c'est comme ça. Il savait déjà? Comment ça, il avait déjà le nom en tête? Vraiment, je sais pas. C'est comme un instant de magie qui arrive. Ben oui, c'était tout prévu. Là, on fait une band. Oui, on va l'appeler de même. Parce que tu as déjà joué d'une band. Si je me souviens, il y a une de mes filles qui a pratiquement ton âge qui m'a dit, ben oui, on était à l'école, puis il y avait son groupe Ourselves. Oui, c'est ça. C'était mon premier band, ça. C'est là ce que j'ai fait mon école de musique, vraiment, tu sais. J'ai commencé à jouer dans un band du secondaire avec mon ami Jason Chamberlain, qui reste encore ici à Scodouk, puis Jean-François Viennot, puis Gino Haché, mon cousin, qui était drummer.
Puis on a joué, tu sais, à un moment donné, moi, j'étais un petit cul, là, en 9e année, j'étais tout petit, j'étais mec, j'avais une couette, puis des bottes de cowboy, puis j'allais à l'école comme ça, puis tu sais, j'avais pas beaucoup d'espoir, là, tu sais, on dirait, j'étais plus artistique, j'étais plus comme un artsy kid, mais là, avec des toughs de Charlot, puis là, j'avais lâché le hockey pour faire de la musique, mais tu sais, puis là, on a fait comme une show, là, dans un théâtre à l'école de LER, puis tout d'un coup, ma vie a basculé complètement dans la musique parce que là, le monde nous ont comme « Wow, ils sont bons! » Puis, tu sais, ça a changé ma vie beaucoup, ça. Ça m'a donné comme quelque chose à m'accrocher dessus, puis passer à travers mon secondaire, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché. Mais tu as quand même décidé d'aller étudier en télé. J'ai étudié en électronique. OK. J'ai vraiment... Mon père était électricien. Oui. Puis j'avais travaillé avec lui un peu sur la construction, puis j'avais décidé de m'en aller dans... Puis j'ai toujours eu un côté technique, un côté fort technique de moi. Que j'ai travaillé à Radio-Canada après, tu sais, j'étais là 20 ans, puis j'ai commencé comme technicien. J'ai comme un mélange de côté artistique, côté technique, puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, même avec Salbarbe, j'assure beaucoup du côté de la production, l'esthétique de l'image, tous les clips, les vidéos, c'est moi qui a, comme, mettons, instigé ça, produit ça, réalisé ça en grosse partie, puis monté ça, tu sais. C'est une grosse partie de ma vie, là, c'est ça, là, c'est la production vidéo, surtout. J'en faisais quand j'étais au high school, j'étais dans le comité de vidéo. Je me souviens, peu après que tu avais quitté Radio-Canada, on se rencontre. Puis je te dis, j'ai su que tu avais pris une année sabbatique. Oui. Tu me dis, non, j'ai démissionné. Ben, voyons, Kevin, la pression. Il dit, je pense que j'ai pris la bonne décision. C'était assez bien très bonne décision. Oui, parce que ça travaille à Radio-Canada. Kevin a travaillé pas seulement à Moncton, puis dans l'Ouest canadien, un peu partout dans les différentes provinces où il y avait des francophones. Kevin a travaillé au Grand Prix du Canada, à quelques Olympiques. Oui. On va en revenir, tu vas nous en parler. Oui, parce que je voudrais qu'on écoute une chanson. On a mentionné Marcher le plancher. Et puis, explique-nous comment se fait que ça a été comme le premier grand succès de Salbarbe. Ben, il y avait déjà une qualité de cette chanson-là. C'était blues, c'était simple, c'est 3 accords, c'est vraiment simple. C'était en français mâchouillé. C'était pas de l'acadien, c'est du cajun, mais nous autres, on s'en rend compte. Parce qu'on avait tout un accent différent là-dedans. T'sais. Moi, je parle d'une manière, puis Jean-François d'une manière, les boys, puis Georges Béliveau qui s'est greffé avec nous autres après, à travers de cette émission-là aussi. On s'est rencontrés sur l'accent du cajun, la connexion a été le cajun. Puis après ça, on a fait progresser ça de notre propre manière, tu sais, mais au début, ça a été un point de rencontre, Marcher plancher, quelque chose qu'on pouvait jouer simplement, on pouvait avoir du fun avec ça, puis c'est juste une belle chanson de Clifton Chenier, c'est le king du Zydeco, Clifton. Il a joué de l'accordéon il y a une chanson des Rolling Stones là, qui a recordé avec les Stones, lui, là, avec Mick Jagger qui chante, puis Jagger a fait une de ses tunes. Il y a une histoire avec Mick Jagger puis Clifton Chenier. Là. Jagger était un fan aussi, là, puis il est allé le voir en spectacle, tout ça, mais là, je m'avancerai pas trop là-dedans là, pour checker sur Google. Mais Marcher plancher, on a tourné ça, on a fait un clip en premier. C'est ça qui a lancé vraiment la carrière de Salbarbe. On a tourné un party dans le studio à Georges, le studio La Classe, qui était à même un coup. Juste pour se situer, c'est à peu près en 2019? Ouais, je pense que c'est 2019, si je me trompe pas, parce qu'on a fait 2 shows pas perdus. 2017-2018, on a joué. Je pense que c'est ça. Début de 2019, on a lancé ça. Puis j'ai tourné ça avec Gilles Doiron, j'ai fait le montage, puis on a mis ça online en pensant que oui, on va s'amuser, là, c'est juste pour le fun. On avait enregistré l'album au live au Pas perdu, puis on voulait le donner. Nous autres, on n'a jamais rien vu là-dedans de sérieux. C'était vraiment un party. C'était vraiment pour le fun entre nous autres d'aller de temps en temps se rencontrer puis faire de la musique. On s'appelait Salbarbe, puis on avait mis un homard bleu sur l'affiche. Puis tu sais, c'était vraiment, vraiment dans la convivialité puis dans le non-stress. On voulait désintellectualiser la musique. On voulait faire quelque chose qui était vraiment proche du cœur puis qu'on n'avait pas... C'était punk attitude, tu sais. So, quand LAB, le label, nous a approchés pour lancer l'album, on a dit, ben non, on va donner ça, là, ça n'a pas de bon sens, il n'y a personne qui va écouter ça. Puis c'est maintenant un album plaqué or, ça. C'est vraiment la réaction du public à votre vidéoclip qui a fait que vous avez dit, non, on va faire un band pour vrai, on va rester sérieux là-dedans. Je pense qu'après ça, on a commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui se passait. T'sais, on a vu qu'il y avait une réaction forte, puis que le monde
nous disaient « Hey, c'est vraiment le fun, votre projet. » Puis c'était pas juste nous autres, entre nous autres. Ça venait de l'extérieur aussi. Là. La famille grossissait, comme on pourrait dire. Puis c'est là que j'ai commencé à considérer peut-être de lâcher mon emploi pour m'en aller vraiment prendre le saut. Bon, ben dans certaines situations, ça peut être une bonne idée. Pour certaines personnes, je vous recommande pas ça, mais des fois, on recommande pas ça nécessairement à tout le monde, mais ça peut marcher. Ben, ça a été, dans ton cas, une très bonne idée. On va l'écouter, Marcher le plancher par Sale Barbe, et on revient pour la suite de cette entrevue avec Kevin McIntyre. Sale Barbe, Marcher le plancher. À CJSE, au peigne fin. Aujourd'hui, c'est Kevin McIntyre du groupe Sale Barbe qui est avec nous pour répondre à toutes sortes de questions. On veut en apprendre sur lui. D'ailleurs, il a fait toute une carrière. Luc, tu voulais parler Kevin était à Radio-Canada. Il n'a pas seulement travaillé à Radio-Canada à Moncton, et comme je disais tout à l'heure, un peu à travers le pays. Il a voyagé de par le monde. Kevin, tu nous expliques qu'est-ce que tu as fait quand même? Des événements extraordinaires. Oui, ça a été formidable, travailler à Radio-Canada. J'ai toujours aimé. Puis j'ai été un fier Radio-Canadien pendant les années que j'étais là. Puis je suis encore un consommateur de la radio de Radio-Canada, surtout. Je pense que c'est super important de l'avoir comme une radio publique, une télé publique. Là, c'est démocratique dans son existence. Puis j'ai quitté pas parce que j'aimais pas ça, j'ai quitté parce que je voulais faire d'autres choses, mais ça a été une école formidable pour moi. Ils m'ont envoyé partout. J'ai travaillé avec le mobile de Radio-Canada à ce moment-là, qu'on faisait plein d'affaires. On faisait des jeux d'Acadie, on faisait des jours du Seigneur. Il y avait une variété d'émissions, puis ça te faisait découvrir plein de choses. Puis ça m'a fait beaucoup comprendre notre Acadie, puis de la voir de tous ses côtés, les artistes qui vivaient de ça, de toutes les sphères de la société, dans les nouvelles aussi, dans les élections. J'étais à des Olympiques. J'ai travaillé aux Olympiques d'Athènes en 2004, puis les Olympiques de Pékin en 2008. Puis c'est deux expériences formidables. J'ai travaillé avec Jean-René Dufort de Infoman qui était là. Moi, j'étais monteur à ce moment-là. Fait que on m'a jumelé avec lui en pensant que ça serait peut-être un bon match. Puis ça le fut. On est devenus des bons chums à travers de ces deux projets-là. Puis on a gardé un lien pas mal longtemps après aussi. Jean-René Dufort, est-ce qu'il t'a accompagné ici aussi dans la région? Oui, c'est ça. Il est venu à un moment donné, il est venu pour une conférence, puis il est venu chez nous. Moi, j'ai un vieux Westphalia, un camper, puis on est allé prendre une drive. Il n'avait jamais fait la côte magnétique, crois-tu? Tu l'as amené je l'ai amené, j'ai dit, tiens, drive mon vieux West, puis on va faire de la côte magnétique. C'est ça notre buzz ensemble à Moncton. Mais c'est un personnage vraiment intéressant, puis il y a une belle profondeur, puis tu sais, c'est pas un clown, là, Jean-René. Là, quand t'es avec, tout seul avec, il est pas aussi drôle que si tu l'écoutes à la télé, il fait pas son clown. Non, puis Jean-René, dans le fond, c'est pas un humoriste. Hein. Il va jamais se considérer un humoriste. Lui, c'est qu'il met en lumière ce qui est drôle dans le monde. Il y a un sens naturel de voir le drôle dans ce que les politiciens peuvent dire. Puis c'est ça qui est drôle. Lui, il dit jamais rien de drôle, dans le fond. C'est vrai qu'il reste sérieux. Hein? Non, c'est ça. C'est un journaliste. Dans le fond, c'est un journaliste. Mais si je comprends bien, il a fait des études en sciences. Oui, c'est ça. Il a étudié en sciences, puis en sciences, biologie. Je pense qu'il a fait en bio. Il a étudié en bio, puis il y a un gros côté scientifique derrière lui, là, qui le suit. Puis... Non, vraiment le fun, une belle expérience. J'ai fait les 2 Olympiques avec lui, puis c'était vraiment le fun. On faisait des capsules humoristiques sur ce qui se passait en marge des Jeux, parce que c'est tellement des gros événements qui n'ont pas de bon sens, là, c'est rendu, c'est la démesure totale. De voir ça laisse une marque. Mais ça me sonne des cloches. J'ai vu ça à la télé, moi. Ça veut dire que je vous ai peut-être vu vos capsules humoristiques. Oui, ça passait dans le temps. Oui, ça passait. Je m'en rappelle. Il faisait toutes sortes d'affaires. À un moment donné, on est allé à Tiananmen Square, là, où il y avait eu les massacres avec les étudiants, puis tout ça. Puis lui, il voulait, juste pour le fun, essayer de sortir un drapeau québécois à Tiananmen Square. Là, on a pensé que ça serait drôle, mais c'était vraiment pas drôle longtemps parce que la Chine, c'est un pays qui est fascinant, puis pendant les Olympiques, tout le monde était sur le Kool-Aid des Olympiques. Tu voyais pas vraiment le régime communiste à son plus haut niveau. Là. Mettons, je sais pas comment est-ce que c'est quand il n'y a pas d'Olympiques, mais je voyais que c'était pas mal chill quand on était là. Mais quand il a sorti le drapeau québécois, c'était pas pareil. Ça a arrêté d'être chill vraiment vite. Puis on s'est retrouvés avec l'armée alentour de nous autres là, qui nous demandait
attendait pour nos passes, puis on avait besoin de les sortir, puis on a vite serré le drapeau. Là. Ça a venu pas drôle. Là. Donc, il n'y a pas question que tu sortais ton drapeau acadien. Non, j'ai pas osé. Là. On a vite vu qu'il y avait quand même en arrière de ça... Là, il y avait comme une force militaire quand même assez présente. On ne rigole pas chez les Chinois. Non. Non, mais c'était... On a eu un accueil extraordinaire là. Ouais. Puis, mais non, c'est ça, Radio-Canada, ça a quand même été comme formateur de tous les bords, tous les côtés. Puis c'est à cause de ça aussi que Salbarbe existe aujourd'hui. Puis je pourrais même dire que c'est un peu à cause de ça que j'ai fait carrière en musique francophone après, parce que avant, je veux dire, j'avais sorti des albums à mon nom. J'ai une petite carrière solo qui restait en Acadie parce que je le faisais juste pour l'aventure de création. Je le faisais parce qu'on dirait que j'avais de quoi en arrière de moi qui brassait, puis je voulais faire ça. Je voulais faire de la musique plus que juste du cover. Puis en travaillant sur des émissions culturelles, j'ai travaillé sur Brio, on faisait Luc et Luc, on a fait plein d'émissions. Là, on accueillait des artistes, puis je les voyais faire, puis je les voyais chanter en français, puis je les voyais... Puis moi, à ce moment-là, j'avais juste fait de la musique en anglais. J'avais un groupe qui s'appelait Testone Channel. Je sais pas s'il y a des gens qui nous a déjà vus, qui nous écoutent, là, mais c'était vraiment underground, indie. Il y avait une scène indie rock à Moncton qui était pas mal active avec des groupes comme Eric Strip, puis il y avait plein d'autres bands là, qui roulaient là, dans le temps, puis moi j'admirais beaucoup ce mouvement musical là, qui était comme un peu rebelle, mais qui se passait là. C'était les jeunes qui faisaient de la musique avec des tape decks, on enregistrait ça, c'était un peu cheapette, mais c'était créatif puis super artistique. On a fait ça, on était sur un label qui s'appelait Matlock Records. On a tourné, on est allé jusqu'à Détroit, aux États-Unis, Grand Rapids, Michigan. On a fait Toronto, Montréal. Avec cette band-là, pareil. Puis j'avais juste 22, 23 ans. OK. C'est de la musique là, en anglais? Ouais. C'est ça, c'était tout en anglais. Puis on était tous des francophones dans le band, sauf la claviériste là, qui était anglaise. Mais nous autres, on était 3 francophones. On dirait que j'avais pas grandi avec cette... C'est pas que j'étais pas fier d'être francophone, c'est juste que j'avais pas de repère tant que ça. T'sais, nous autres, on avait la radio de CUFM qui traversait la baie, là, parce que Radio Restigouche n'existait pas quand j'étais jeune. Ça a juste venu après. Là, fait qu'on avait juste la musique du Québec qui nous arrivait. Beaucoup. Puis là, 1755, tu sais. Ouais. Je veux dire, à 19-20 ans, ça me faisait pas triper tant que ça. On se disait, la musique, faut faire ça en anglais. C'est ça, exact. Ça allait de soi. Ouais. Mais tu sais, j'ai découvert après ça les 0 degrés Celsius, puis Marie-Jo Thériault, puis des bands comme Idée du Nord qui étaient ici, qui faisaient un petit peu plus de comme indie. Tu sais, moi, j'étais un gros fan de Radiohead, là. Ça fait que, tu sais, 17-55, c'était pas... Mais moi, aujourd'hui, c'est pas la même affaire parce que en vieillissant aussi, j'ai laissé en arrière un peu le Radiohead pour revenir à des racines de country, des racines de folk, de mon grand-père. Quand t'es jeune, puis tu veux te démarquer, tu veux juste pas... Tu trouves pas ça cool. T'sais, moi, j'allais jouer au marché des fermiers le samedi matin avec ma mère Doucette qui chantait faux, puis mon pépère sur le violon, puis j'étais gêné. Je les accompagnais au piano, j'aimais ça, mais j'étais gêné s'il y a quelqu'un de ma classe qui rentrait là parce que je jouais des... Ben, aujourd'hui, je te garantis, je serais pas fucking gêné si je jouais avec du violon avec mon grand-père. Je me rends compte que c'est l'importance. D'ailleurs, si j'ai vu de la bonne information, ton grand-père, à 95 ans, était à Charlot, sur la plage, lorsque vous avez fait une répétition pour votre gros spectacle du 15 août. J'ai compris qu'il est allé vous voir. Ben oui, je l'ai amené là, pour nous voir en soundcheck parce que, tu sais, il est stock dans son foyer, puis il est vieux, puis il bouge plus beaucoup, mais il a encore toute sa tête, pareil, tu sais. Puis il avait jamais trop eu la chance de voir Salbarbe. Il nous avait jamais vu live. Oh. Il voyait ça à TV, puis il voyait ça se passer, puis il était fier de ça, puis il trouvait ça trippant, tu sais. Mais je me suis dit, on va le faire venir là avec une préposée aux soins qui est venue, puis mes oncles, Lucien, puis Guy, puis ils sont tous venus. Ils l'ont rentré là, puis on a fait une coupe de tunes en soundcheck, puis c'était vraiment un beau moment, tu sais, comme spécial pour moi, là, tu sais.
Ouais, c'est vraiment... La famille, il fallait c'est qu'il le voie. important. Oui, c'est moi, oui, for sure. C'est eux qui m'ont donné ce que j'ai aujourd'hui, tu sais. Hey, j'aimerais ça qu'on écoute une autre chanson puis que tu nous en parles un peu, les haricots. Puis j'ai fait mon petit sondage maison avant l'entrevue cette semaine. Puis la chanson préférée de Sal Barbe qui est le plus ressortie, c'est les haricots. Les haricots sont pas salés, ça n'a pas de bon sens. Parce que on se pince encore, puis on rit des fois, puis on se dit ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que Georges connaissait ce tune-là, les haricots sont pas salés, comme chanter, mettons, d'un party là, pour le fun. C'est comme l'arbre est dans ses feuilles. C'est comme... c'est du folklore, c'est du trad louisianais. Ça vient des bayous, puis on savait pas trop même pourquoi est-ce qu'on chantait ça, puis pourquoi est-ce qu'on connaissait ça. Mais c'est que ça a juste traversé le temps. Puis en essayant de faire un setlist pour les premiers shows qu'on a fait au Pas Perdu, comme Sal Barbe, on cherchait des tunes cajun qu'on connaissait. Puis moi, ma blonde avait été faire un petit projet en Louisiane, puis elle avait ramené un petit phare, le triangle cajun, qui est maintenant un peu le logo de Sal Barbe, qui est le logo de Sal Barbe, mais il est cassé. Si vous remarquez, là, le logo de Sal Barbe, c'est un petit phare cassé. Il y a une cassure dans le coin droit, puis ça veut dire que on le joue dur, de un. Puis de deux, ça représente aussi le fait qu'on n'est pas des vrais Cajuns. Ouais, on a comme ramassé ce son-là pour nous faire décoller sur quelque chose d'autre. On l'a gardé comme un symbole, mais on a aussi mis une cassure dedans, juste par respect OK. Tu disais, Luc? À la fin du mois d'août, il y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau, une planche de crib Sal Barbe. Faites comme le Tiffer. Oui. Je suis tellement... C'est une œuvre d'art. Je suis tellement fier d'avoir ça. Bon, c'est qui a eu l'idée d'avoir ça? Je sais pas. Ben, on a fait faire une coupe de même. Là, on aura probablement d'autres à vendre s'il y en a qui sont intéressés. Excellent. Là, on va écouter la chanson Les haricots salés, au grand plaisir de tous. Les haricots sont pas salés. Ils sont pas salés. C'est vrai, les haricots sont pas salés. J'ai fait la même erreur que dans une entrevue que quelqu'un avait fait. Puis, bon, c'est à mon tour. Mais c'est les haricots sont pas correct. salés. Mais est-ce que le titre est seulement les haricots? Ouais. OK, c'est seulement les haricots. On pourra pas se tromper. C'est ça. On écoute ça et restez là pour la suite de l'entrevue au peigne fin avec Kevin McIntyre. Le vrai country. De retour à cette entrevue au peigne fin avec Kevin McIntyre du groupe Sal Barbe. Je suis aussi en compagnie de Luc Doucette et on a entendu les haricots. Et est-ce qu'il y a eu, on va dire, de l'évolution dans les enregistrements depuis? Ça, c'est une chanson qui avait été... Ben oui, ça a changé le son avec le temps. Absolument, parce que j'écoute ça aujourd'hui, les haricots sont pas salés, puis ça me fait rire encore parce que c'était tellement un stunt de fou. C'est enregistré live. C'est le premier album de Sal Barbe. Ça sonne bien, juste à puis Georges, il livre ça avec brio. C'était tellement... Georges est tellement un personnage important dans le band, puis il a amené tellement comme d'énergie, puis de fougue, puis de style, puis le violon, puis il jouait pas de violon tant que ça avant, c'est plus son frère Jean qui est le violonneux de la famille, puis lui, il a ramassé avec nous autres, puis c'est vraiment un cadeau qu'on a d'avoir Georges Béliveau avec nous autres. Anyway, il a bien fait les haricots, je pense. Si c'était pas lui qui la chantait puis qui la jouait, ça serait pas la même chose pantoute. J'ai compris que parfois, lorsque vous faites une tournée, vous perdez Georges. Si vous passez devant une boutique qui vend des chapeaux et des beaux habits. Là. Ben, on est tous les deux un peu style. On aime la mode. C'est votre marque de commerce. Bien mise. On aime ça quand même. On aime s'habiller, on aime jouer là-dedans. Mais avec le temps, on a commencé en pensant, OK, on va faire du Cajun, mais à un moment donné, quand ça a décollé cette affaire-là, on était comme, on peut pas juste faire des reprises Cajun. Là, on est plus que ça. Chacun de nous autres est un auteur, compositeur, interprète. Là, on a chacun de notre côté écrit des tunes puis enregistré des tunes. Le son du band a évolué, mais on a toujours gardé le même esprit ou ont le même fil conducteur. C'est la même chose qui nous drive depuis le début. C'est vraiment le respect entre nous autres, l'amitié, puis le plaisir de faire de la musique, puis en français. On a gardé ça, mais tu vois, comme si tu écoutes l'album, par exemple... à boire debout, le dernier album, il y a quand même une évolution dans le son. C'est beaucoup plus travaillé. On se rapproche plus du comme Southern Rock. Tout du stuff que nous autres, on écoute beaucoup. Là, comme on a écouté beaucoup de Faces, là, Rod Stewart, son premier band. Puis on a trippé là-dessus au studio B12. On travaille au B12 à cette heure. C'est un studio qui est à Valcourt. C'est la maison... c'est en face de la maison mère de Bombardier, la compagnie Bombardier.
Monsieur Bombardier, il avait construit une maison après sa séparation, une genre de grosse party house qui est vraiment incroyable. Le style de la maison est fantastique. Puis là, son fils, Louis-Armand Bombardier, qui maintenant run le label LAB, il a converti cette maison-là dans un studio. Puis nous autres, on a apprivoisé la place, puis on fait nos albums là-dedans. Comment ça fonctionne? Écrire faire une chanson avec ces 4 chums. Ben, c'est pas comme... Parce que je vois que c'est pas dur. Chaque fois que je vois ça, c'est les 5 ont contribué. Ouais, toujours, ouais. On split ça égal, puis on contribue également de tout chacun notre part, notre côté, tu sais. Ça, je te dis, il y a comme vraiment un respect naturel qui s'est installé dans la band, où ce que tout le monde respecte un l'autre, les talents de chacun, puis les forces, puis les faiblesses de chacun, comme on se laisse de la place pour amener chacun de nous autres à un morceau du potluck, tu sais. On dit tout le temps comme... Si tout le monde amenait la même chose au potluck, ça serait pas bon. Puis c'est pas tout le monde qui peut faire le main course. Tu sais, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse une dinde, là. Mais si on amène 5 dindes, ça marchera pas. Faut que quelqu'un fasse le dessert, puis il y a quelqu'un qui amène un petit quelque chose, une petite salade. Ben, c'est la même chose en création de musique pour nous autres. C'est pas tout le temps moi ou c'est pas tout le temps Éloi qui arrive avec l'idée principale de la chanson. Des fois, c'est... quelqu'un arrive avec un morceau, puis là, moi, j'ajoute, puis là, puis on brosse, puis c'est comme toute ça. Une recette. Ouais, puis là, on a commencé à travailler. Bien, on a notre crew qu'on travaille avec depuis le début, Jean-Pascal Comeau, puis Philippe Adandec, qui sont super. Puis là, on s'est greffé avec un nouveau personnage qui est l'ancien gérant, qui est encore un peu le production manager de Céline Dion, qui s'appelle Denis Savage. Denis, lui, le studio Piccolo à Montréal, ça fait des années, puis il a commencé à être le soundman à Céline quand elle avait juste comme 13 ou 14 ans. Là, elle commençait vraiment jeune. L'enfant prodige là, puis de la chanson. René Angélil l'avait embauché, puis il a resté avec elle tout ce temps-là. Là. Il était encore à Vegas là, jusqu'à l'année passée, puis il a fait le tour du monde. Il est d'ailleurs dans le tout récent documentaire. Tu le vois, là, il travaille avec elle pour sa voix, puis il était sur la Tour Eiffel quand elle a chanté. C'est un monsieur du métier, que ça n'a pas de bon sens, les histoires qu'il nous raconte, puis tu sais, c'est une ressource extraordinaire. Puis là, lui, il faisait plus de travail avec Céline parce qu'elle est malade, fait que il se retrouvait il est un peu en semi-retraite, on l'a comme happé. Puis on a dit, viens faire du stuff avec nous autres. On a le plaisir d'avoir un gars comme ça, un gars d'expérience. Puis là, on est en studio présentement en train de faire un nouvel album. Puis je pense que ça va être... je pense que vous allez aimer ça. Ça va être le fun. Nous allons adorer. Écoutez, messieurs, je viens de recevoir une question sur ma tablette. Ah ouais? D'un fidèle auditeur de Saint-Albert, en banlieue d'Edmonton, en Alberta. Là, il dit qu'il écoute l'émission entre 6h et 7h le matin. Yeah. Puis la question qu'il pose, est-ce que Salbab considérait d'accepter une invitation pour chanter au 100e anniversaire de l'Association francophone de l'Alberta? Ah ben ça serait un honneur. On est allé là avec Prise de son à Edmonton, justement l'émission qu'on a faite ensemble avec Jean-François puis Éloi, puis on a rencontré des francophones d'Edmonton, puis c'était vraiment le fun, des artistes de la place aussi. Nous autres, c'est un de nos buts dans la vie, c'est de faire voyager le band à travers le Canada. On veut s'en aller en France cet été, puis on aimerait réduire un peu. Comme là, on est rendu avec un 53 pieds, là. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'est pas... on veut se faire une version un peu plus légère du band pour pouvoir se rendre à Edmonton, pour pouvoir se rendre à Vancouver, retourner à Whitehorse. On aimerait aller à la rencontre des communautés francophones, puis juste aller jammer avec du monde, puis parce qu'on sait que vous êtes là, on vous entend, puis on care, là. On est, nous autres, de l'Acadie, on sait qu'est-ce que c'est être minoritaire, puis on veut respecter ça, on veut y aller. Ça va se passer, là. Ça va se passer. Ça va se passer, ça, on vous le promet, là. Ça, on vous le promet. Tu es à l'écoute, tu dois avoir un beau sourire qui s'affiche sur ton visage, j'en suis convaincu. C'est une très bonne idée pour le 100e anniversaire, on ira. Regardez, un petit message pour l'Alberta pour faire plaisir à nos auditeurs là-bas. Et puis, il faut revenir sur des grands moments comme par exemple, là, pour se faire connaître, je pense à Alissa Leblanc, ça avait été un petit peu la même chose, c'est de passer à la grande messe dominicale du Québec, là, tout le monde en parle. Vous étiez passé là en 2021. Hein? Ben oui. Ça donne une visibilité incomparable. Ben c'est sûr, tu sais, comme c'est une émission qui est regardée par plusieurs millions de personnes, c'est comme c'est un honneur d'être là, puis d'être... Quand ils disent tout le monde en parle, c'est parce que tout le monde en parle, fait que faut que tout le monde en parle pour que tu sois invité là, puis c'est ça qui est difficile.
Ça peut pas, il t'invite pas juste random. Il faut quand même qu'il y ait quoi qui se passe solide. Puis après, on est devenu... Guilla Lepage est venu à plusieurs de nos spectacles après notre passage là. Ça a été une belle rencontre. On est sorti avec lui après. Puis c'est un fan du band. Il aime beaucoup ce qu'on fait. Puis je suis content de ça. Est-ce que c'est un peu là, en 2021, qu'une grande partie du Québec a un peu tombé en amour avec votre musique, avec votre band? Parce que c'est là que ça a été connu au Québec, j'imagine. Je pense que ça a été un départ, oui. On a été chanceux d'avoir des personnalités comme Jean-François avait déjà fait un gros travail. C'est du monde connu. Jean-François, Marie-Ève Janvier, là, ils sont connus à travers le Québec. Fait que déjà, en commençant, on avait une coche de plus que, mettons, de commencer dans le vide, là. Puis après ça, on a fait plein d'affaires à la télé. On a fait des émissions de télé comme Sale Barbe aux îles, Sale Barbe en Acadie, des séries de trois émissions qui ont été beaucoup regardées. Puis on est chanceux pour ça. Moi, en faisant de la télé, puis Jean-François aussi, qui est une personnalité de télévision, on a vraiment poussé plus dans ce côté-là. On aime ça. On aime le côté télé. Je pense que quand les gens te voient à TV, ça fait une grosse différence. Au niveau du vedettariat, on s'est aperçu beaucoup de ça. Moi puis Georges, là, à cette heure, quand on s'en va à Montréal... ça change tout, hein? Ouais, on n'est pas habitués à ça, nous autres, les petits culs de Moncton, de se faire reconnaître au centre d'achat là, à Montréal, mais ça fait plaisir. Les gens sont vraiment respectueux et vraiment fins avec nous autres. Hey, vous aimez beaucoup, donc, télé, mais ça entre là-dedans, vidéoclip. Vous en avez fait tout un pour la chanson, notamment Casser la table. Puis je voudrais que tu m'en parles un peu parce que vous avez fait appel à vos fans là, pour ça. Là. Ouais, c'est ça. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, ça vaut à peine d'aller visionner ça. Parle-nous un peu de la production de ça. Oui, puis elle a justement été nominée au Gala de la Disque là, comme chanson de l'année. Ça m'a surpris qu'il l'avait pris, mais je pense que ça a un peu un rapport avec... Pas à cause de la chanson. La chanson, c'est une belle chanson aussi, mais que je trouve, mais... Je pense que le vidéoclip a eu un statement où on a invité les gens à nous envoyer des vidéos d'eux qui dansent sur la chanson, puis j'ai fait le montage de ça. Je trouvais que on dirait que nous autres, c'est beaucoup les fans, comme on veut vraiment s'assurer que les gens, quand ils viennent nous voir, ils ont du fun, puis qu'ils sentent qu'ils font partie de quelque chose, puis de leur donner la possibilité de se voir dans un de nos clips. On trouvait ça vraiment intéressant. On a comme créé un site où les gens pouvaient envoyer leurs vidéos. Puis là, moi, je les ai ramassées. Je les ai toutes mises, ceux-là qui ont été envoyés. Je pense qu'il n'y en a pas je pense pas que j'en ai scrappé. Puis les petits-enfants, puis c'est tout le fun. T'sais, on est tous des pères de famille à cette heure. On a des jeunes, puis moi, les miennes sont vieilles, mais Jean-François des petits-enfants. Puis on est dans un stade de notre vie où ce genre d'affaires-là, comme... On trouve ça le fun. On est juste content de voir que les gens ont du fun à écouter notre musique. Là. Hey, je vous invite à aller le voir, ce vidéoclip, mais pas tout de suite, parce que là, on va l'écouter à la radio. On écoute Casser la table. Restez là pour la suite et la fin de l'entrevue aujourd'hui au Peigne Fin avec Kevin McIntyre. Ça se poursuit. Entrevue au Peigne Fin avec Kevin McIntyre du groupe Sale Barbe aujourd'hui. Kevin, on va repasser vite. Là. On disait que c'est sûr passer à la télé. Hein, ça amène la grande visibilité. Le succès vient avec. On avait dit que vous étiez passé à Tout le monde en parle première fois en 2021 et Star Academy l'année suivante. Donc, vous aviez été invité pour performer. Ça aussi, c'était à la télé. Mais que dire de cette même année 2022 quand vous avez fait le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste au Québec sur les plaines d'Abraham? Ça, c'était un point tournant, je pense, pour le band. On s'est retrouvés sur les planches. Moi, c'était ma première Saint-Jean que je fêtais, puis c'était live à la télé à travers le Québec sur les plaines d'Abraham. Puis un de mes rêves dans la vie, c'était de chanter avec Marjo. Moi, je suis un fan de Marjo, fini. Là, on avait des vinyles d'elle, puis moi, j'ai toujours respecté cette femme-là. Puis on l'avait mis dans notre liste d'invités qu'on aurait souhaité avoir. Puis moi, secrètement, je souhaitais de faire un bout avec elle. Puis en tout cas, on dirait que les étoiles c'est tout aligné. Puis j'ai réussi à faire un petit bout avec elle à chanter. Puis c'était vraiment un beau friggin' moment. Hey. Puis à ce moment-là, on a commencé à réaliser qu'on pouvait faire des gros shows, qu'on était capable de handler des plus grosses foules. Puis ça nous a amené à faire le Festival d'été de Québec. On a fait le Centre Vidéotron. Le Centre Vidéotron. Donc là, la prochaine étape, il reste pas grand-chose. Ça serait... Écoute, 17 800, 17 700 personnes au Centre Vidéotron. Ouais. Est-ce qu'une des étapes envisagées, c'est le Centre Bell? C'est sûr. Le Centre Bell, c'est sûr que c'est une autre patente. C'est dans le downtown de Montréal. Mais Montréal, c'est une ville qui est quand même pas si facile pour nous autres d'aller là. C'est plus urbain. Nous autres, on est
une bande de région. On aime le vrai monde, on aime les rodéos, on aime les chevaux puis la boîte. Puis tu sais, quand on arrive en ville, on se sent un petit peu pas à notre place, mais je pense que ça viendra peut-être un jour avec la bonne préparation, puis ça, mais on a plein de beaux projets, là, tu sais, on a toutes sortes d'affaires, ça n'arrête pas, là. Qu'est-ce qui arrive à l'été? Cet été, on retourne à jouer. On est en train de faire un nouvel album, là. On est en train de produire ça. Cet été, on commence à jouer de nouveau pour les festivals, puis à l'automne, on va lancer cet album-là, puis on part en tournée. So, vous allez pouvoir entendre des dates sortir bientôt. J'imagine que ça devrait être bientôt. Là. Tu nous parlais d'un scoop, là. Je vais vous donner un bon scoop. On est allé jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal. On a fait 4 soirs avec l'OSM, puis c'était comme dire un moment magique, ça aussi. Là. Ça finit plus de finir. Je tripe tellement. Ça n'a pas d'allure d'arriver là, de jouer avec des artistes et des musiciens de cette envergure-là, de cette qualité-là. Là, c'est vraiment impressionnant de voir la machine d'un orchestre symphonique jouer comme ça avec une chef, Dina Gilbert, qui était la chef d'orchestre. Elle a joué ça brillamment avec nous autres, parce qu'on sur scène, on a des trucs, on fait toutes sortes de gestuels, puis si vous nous avez vu, on danse, puis on aime interagir avec la foule, puis là, on voulait comme intégrer l'orchestre là-dedans. Il y a une couple de moments qui étaient vraiment le fun, puis on a fait une nouvelle chanson. Une nouvelle chanson qui va apparaître probablement sur une nouvelle disque. On n'est même pas sûr encore, mais on avait écrit une chanson. On travaillait dessus, puis Antoine Gratton en a fait les arrangements pour l'orchestre. Puis on a décidé de l'enregistrer. Ça s'appelle « Ma maison, c'est toi ». Puis ça va, vous allez l'entendre bientôt. Elle va être, on va la sortir. Je vous donne ça comme un scoop à matin, là. Je suis même pas certain. J'espère que ma gérante n'écoute pas parce qu'elle va peut-être dire notre on sait qu'il y a une chanson qui s'en vient. Ouais. Mais là, justement, aujourd'hui, tout récemment, il y a quand même eu un nouvel extrait radio de Sale Barbe qui s'intitule « Il y a le bon Dieu qui l'attend ». Oui. On va finir l'entrevue avec ça aujourd'hui. Puis si vous écoutez les games des Canadiens de Montréal, là, vous allez peut-être l'entendre entre les périodes. Là. Oui, à jouer au Centre Bell. Oui, c'est ça. Ils nous font jouer au Centre Bell des fois, puis là, je pense qu'ils l'ont mis dans leur roster, celle-là. Là, tu vois, ça sera pas long, le Centre Bell, ça s'en vient. C'est vraiment la prochaine étape. Sale Barbe, ils vont vous inviter à aller là, tu vas voir. Notre rêve, c'est d'aller chanter. Notre rêve, ça serait d'aller chanter au Canada. Me semble Sale Barbe qui chante au Canada une game des Canadiens de Montréal. Oui! On est tous des fans de hockey, puis ça nous chicote, là, ça fait un bout. On veut ça. Je sais pas si ça arrivera, mais on va essayer de les étoiles. C'est lancé dans l'air, ça, je veux voir ça. Puis je vais me rappeler qu'il l'avait dit à l'entrevue au peigne fin. Si jamais je le vois chanter au Canada, moi, tout fier de mon affaire. OK, mais parle-nous de cette pièce un petit peu. Il y a le bon Dieu qui l'attend. Le bon Dieu qui l'attend, c'est une chanson que Joe Pinchot est arrivé avec. Il avait écrit cette tune-là en cachette. Il nous avait pas dit un mot. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça sonne comme une chanson à boire, mais Joe, c'est un gars qui prend pas d'alcool, ça fait 22 ans. T'sais, il a arrêté de boire, il avait de la misère avec ça, puis il est tellement solide, c'est tellement... Je l'admire tellement d'être capable de résister à travers de ça, surtout dans le métier que nous autres on fait. T'sais, on arrive dans les loges, là, tout est là. Il manque de rien. Là. Si tu veux un gin, si tu veux un rhum, il est nous voir backstage, il y a de la bière, il y a tout ça. C'est facile, là. C'est facile. Il y a une belle discipline. Il est vraiment discipliné, puis il en a vécu de toutes les couleurs. Joe, il a passé en travers bien des affaires, puis cette chanson-là, elle est un peu un retour là-dessus, déguisé dans une chanson de party, de fête. Fait qu'il y a comme deux facettes à la chanson, c'est ça que j'aime beaucoup. Pareil comme bien des chansons dans le monde, tu sais, qui cache un petit peu en arrière une histoire. Ça fait que t'as pas besoin de rentrer dans le dark side si tu veux pas. Ben, tu peux, si tu veux savoir un peu plus en arrière, ben, il y a ça. Il y a cette couche-là qui est là, qui est derrière la toune. Mais c'est une chanson qu'on a beaucoup de plaisir à faire live. Joe, il apprend, puis on divise la foule en 2 morceaux, puis il fait chanter les gens d'un bout. Ben, ça, il les fait répondre de l'autre côté. So, on l'a lancé. C'est le dernier extrait qui va sortir de cet album ici, à boire de bout, parce que là, on passe au prochain, puis... On espère que vous allez avoir du fun à l'écouter dans le temps des fêtes, surtout. C'est une chanson qui se porte bien pour ça. Oui. Puis avant le jour de l'an, là, c'est trop parfait. Yeah. Bon, ben sur ça, c'est sûr, on va écouter la chanson, mais je veux envoyer mes grands remerciements, Kevin, de t'être présenté aujourd'hui pour Au Peigne Fin. C'est très agréable avec Luc.
Ça a été un immense plaisir. J'espère que j'ai pas trop parlé, mais ça me semble que je parlais longtemps. Là, je suis pas habitué. On en aurait appris plus. On en a appris sur toi, sur Sale Barbe. On te remercie pour tout ça. Mais oui, très intéressant comme personne. Alors, on aurait pu continuer garder plus votre beau longtemps, travail, c'est JSE. Moi, je suis un fan de ce que vous faites. C'est important pour la région. Vous êtes important pour la musique francophone. Un grand merci, Kevin McIntyre. Et votre musique est importante pour nous et les auditeurs. C'est bien certain. C'est un très, très grand plaisir d'avoir Kevin. Auditeurs et auditrices. Exactement. Oui, immense plaisir. Alors, on va écouter Il y a le bon Dieu qui l'attend de Sale Barbe. On remercie Kevin McIntyre et on se dit à une prochaine fois. À la prochaine, au plaisir. Suivez Sale Barbe, bien sûr, et passez un très beau week-end.